Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je suis Marie-Ange Gauthier du département d'anti-piratage de Lefebvre et Associés. Oui. Voilà, je vous appelle car on nous a communiqué que des téléchargements illégaux avaient été faits depuis votre ordinateur. Vous auriez une minute à m'accorder? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par téléchargement illégal? C'est gentil, merci. Donc voilà, comme je vous le disais, nous sommes un cabinet d'avocats et nous représentons également un certain nombre de producteurs de films et de musique. Ce que vous venez d'entendre est un enregistrement disponible sur une application spécialisée dans les canulars téléphoniques. Elle propose plusieurs scénarios ainsi que la possibilité de les utiliser avec le numéro de notre choix. La personne ciblée reçoit alors un appel. Sa conversation est enregistrée, puis envoyée à l'auteur du canular. Si l'objectif premier de cette pratique reste le divertissement, on peut s'interroger sur leurs conséquences d'un point de vue moral. Et si des dispositifs de ce type étaient utilisés à des fins criminelles? Le réseau des bibliothèques de Maison Alfort a le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo. Et cette fois, nous allons parler de phishing. Le mot phishing est la contraction des deux mots anglais phishing ou péché en français et freak qui peut se traduire par fraude téléphonique. Le mot freak est lui aussi la contraction de deux mots anglais, phone et freak, pouvant se traduire par marginal. L'hameçonnage ou phishing en anglais est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles, en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s'agir d'un faux message, SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social, d'opérateurs de téléphonie, de fournisseurs d'énergie, de sites de commerce en ligne, d'administration, etc. Le but recherché est de voler des informations personnelles ou professionnelles, pour en faire un usage frauduleux. Bien que la pratique consistant à tromper les utilisateurs d'un réseau dans le but de dérober des informations remonte peut-être aux années 60 avec le phreaking, il faudra attendre le milieu des années 90 pour que le terme phishing fasse sa première apparition. À cette époque, AOL ou America Online était le leader mondial des services en ligne et l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet aux États-Unis. En plus de proposer un accès à Internet, AOL mettait à disposition de ses adhérents divers services comme la messagerie électronique. En 1994, Koseila Rekush, un jeune hacker alors âgé de 16 ans, rejoint une communauté de hackers en ligne dans un groupe de discussion, sous le pseudonyme Dachronic. Quelques mois plus tard, il est approché par Dave Lusby, un autre hacker qui va lui révéler une méthode qu'il a mise au point pour dérober les informations personnelles d'autres utilisateurs. Au cours de l'été de cette année-là, un autre hacker, Dave Lusby, sous le pseudonyme Soul Crusher, m'a expliqué la méthode qu'il avait développée pour tromper les membres d'AOL en se faisant passer pour un employé du service. De cette façon, il aurait accès à leurs comptes et cartes bancaires. Il s'agissait de tromper quelqu'un pour qu'il vous confie ses informations personnelles, à l'instar des stratagèmes de phishing actuels. Dans ce cas, une personne qui vient de se connecter au cyberespace pour la première fois serait dupée et communiquerait son mot de passe ou ses informations bancaires. Voler des comptes de cette manière est devenu mon principal moyen de maintenir l'accès au service. Koseila et Dave se mettent alors à l'assaut du salon de chat New Member Lounge, un salon où sont placés les nouveaux inscrits lors de leur première connexion au service. La plupart des utilisateurs occupant ces salons n'avaient que quelques minutes d'expérience en ligne. Ils faisaient donc partie des cibles les plus vulnérables qu'un assaillant pouvait souhaiter. Notre méthode était la suivante. Premièrement, obtenir un compte AOL anonyme, soit en créant un à l'aide d'un faux compte bancaire, soit en utilisant un compte qui a été volé lors d'une attaque précédente. Deuxièmement, utiliser un pseudonyme crédible qui semble officiel, par exemple service de facturation. Troisièmement, écrire le message APA qui expliquera aux utilisateurs la nécessité pour nous de vérifier leur mot de passe ou information de facturation. Par exemple, bonjour, c'est le service client d'AOL. En raison d'un problème sur nos enregistrements, nous avons besoin que vous répondiez à ce message avec votre mot de passe actuel afin d'éviter d'être déconnecté. Quatrièmement, localiser un salon de discussion pour les nouveaux membres et ouvrir sa liste d'occupants. Pour finir, envoyer un message privé contenant l'APA à chaque personne dans la salle. Les étapes 4 et 5 sont répétées jusqu'à ce que le compte soit résilié par le personnel de sécurité d'AOL, généralement en moins de 5 minutes. À ce moment-là,
les nouveaux abonnés AOL disposaient d'une période d'essai gratuite, qui leur permettait d'essayer les services proposés. Internet coûtait environ 3,50$ et s'authentifier avec un compte était nécessaire pour accéder aux différents services. Les personnes qui ne souhaitaient pas payer ont eu l'idée de créer des comptes à l'aide de fausses coordonnées bancaires pour obtenir un accès gratuit à AOL. Mais ces comptes ne duraient jamais très longtemps avant qu'ils ne soient fermés par AOL. Les comptes volés étaient donc les plus convoités, car ils étaient payés par des abonnés légitimes, et donc restaient plus longtemps. Les informations bancaires volées permettaient aux cybercriminels de créer des comptes sur d'autres services en ligne, qui nécessitaient une vérification de la facturation avant l'activation du compte. Selon Kosseiler et Kush, AOL diffusait peu de messages d'avertissement à leurs clients. En 1995, il partage publiquement son programme permettant à n'importe qui de devenir un cybercriminel, AOL. J'ai commencé le développement de ce logiciel vers la fin de l'année 1994 avec un autre programmeur. Et au début de l'année 1995, j'avais développé un système automatisé de phishing. Plusieurs scénarios avec des messages préenregistrés étaient disponibles, et l'utilisateur libre de les éditer à sa convenance. Bien qu'il s'agisse des débuts du hameçonnage, la structure des messages était déjà bien pensée, et est encore utilisée de nos jours. Le programme était également fourni avec une documentation pour faciliter sa prise en main, et transmettre quelques bonnes pratiques à avoir en tant qu'hameçonneur. La facilité d'utilisation du programme et sa démocratisation ont permis à l'hameçonnage de devenir un véritable phénomène. N'importe qui pouvait l'utiliser, du simple farceur au criminel le plus mal intentionné. À la fin de la décennie, l'activité s'est étendue à d'autres réseaux et s'est finalement développée pour impliquer des criminels professionnels sur Internet. Ce qui a commencé par un stratagème d'adolescents rebelles pour voler des mots de passe est devenu l'une des principales menaces de la sécurité informatique, affectant des personnes, des entreprises et des gouvernements. Le système de phishing AOL a été le premier outil automatisé rendu public à cette fin, et la première fois que le terme phishing est apparu. Par la suite, AOL a été racheté par Verizon, et le hameçonnage s'est professionnalisé. Dans l'hameçonnage, la dimension la plus importante est celle de la manipulation psychologique qu'opèrent les criminels sur leur site. Celle-ci repose notamment sur la force de persuasion et l'image que renvoie le criminel. En effet, pour que l'arnaque fonctionne, ce dernier doit établir un climat de confiance pour tromper la vigilance de la victime. La plupart du temps, en usurpant l'identité d'une personne physique ou morale en qui nous avons confiance, et ou avec un certain niveau d'autorité. Pour cela, ils utilisent des programmes leur permettant par exemple de générer des copies quasi identiques de sites web ou de courriers électroniques. Ces programmes sont relativement simples à prendre en main pour les initiés, ce qui les rend particulièrement redoutables lorsqu'ils sont bien utilisés. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas sans faille. Étant donné qu'une URL, c'est-à-dire l'adresse d'un site, est unique, l'hameçonneur ne pourra donc pas donner le même nom de domaine à son site. Pour pallier cela, les criminels utilisent une méthode permettant de faire croire à un internaute qu'il se trouve sur un site authentique, le typo-squatting. Cette méthode permet, en inversant quelques lettres ou en supprimant quelques-unes, de se rapprocher graphiquement ou phonétiquement de l'adresse d'un autre site, souvent très fréquenté. Alors faites très attention aux adresses des sites que vous visitez. Comme vous pouvez le constater, les méthodes d'attaque se sont bien développées et nous distinguons aujourd'hui au moins 3 types d'attaques utilisées par les cybercriminels. La première est le hameçonnage de masse. C'est une méthode d'attaque par laquelle les fraudeurs lancent un réseau d'attaques qui ne sont pas ciblés. C'est la forme d'attaque la plus répandue, car elle ne requiert pas de cible spécifique et est souvent utilisée contre un très grand nombre de personnes. La tentative d'hameçonnage ne nécessite pas de collecte d'informations avant l'attaque, car le cybercriminel déguise son message comme provenant d'une entité connue par beaucoup de monde. La deuxième méthode est le harponnage. Il cible une victime ou un groupe de victimes spécifiques en utilisant des détails personnels. Il s'agit du risque principal, surtout en ce qui concerne les pièces jointes reçues par courriel. Le but est de tromper les cibles en déguisant une pièce jointe infectée dans un fichier de prime abord sans danger. De plus, les auteurs déguisent souvent leur message comme provenant de l'entité à laquelle ils veulent accéder, qui est aussi l'endroit où la cible travaille. Pour résumer, ces cybercriminels se font passer pour une personne travaillant au même endroit que la cible, et de préférence son supérieur hiérarchique. Enfin, la dernière méthode est le whaling, ou la pêche à la baleine. C'est un type de harponnage qui cible les gros poissons à l'intérieur d'une société, soit les utilisateurs finaux haut placés, tels que les cadres exécutifs de haut niveau, les politiciens et les célébrités. Comme dans toute tentative d'hameçonnage, le but du whaling est de tromper quelqu'un et l'amener à dévoiler des informations personnelles ou d'entreprise, à travers la fraude psychologique, l'usurpation d'adresses électroniques et de contenu. L'assaillant peut envoyer à sa cible un courriel qui semble être d'une source digne de confiance, ou attirer la cible sur un site web qui a été spécialement conçu pour l'attaque.
Les courriels et les sites web de whaling sont hautement personnalisés, contenant souvent le nom, la position et d'autres informations sur la cible, obtenues de sources diverses. Selon le rapport d'activité datant de 2019 de cybermalveillance.gouv, plus de 90 000 victimes ont été assistées sur la plateforme en 2019, contre 28 855 en 2018, soit une augmentation de plus de 210%. Parmi ces victimes, 90% sont des particuliers, souvent plus vulnérables et désarmés face aux incidents de sécurité qui les frappent. Chez les professionnels, les recherches d'assistance sont principalement portées sur l'hameçonnage, à 23%, et le piratage de comptes, à 16%. Chez les particuliers, le chantage à la webcam a concerné 38%, suivi du piratage de comptes en ligne avec 14%, et l'hameçonnage avec 13%. Selon le rapport du Internet Crime Complaint Center, superbe accent anglais, qui est une équipe multi-agence notamment composée du FBI, la France était le 7e pays le plus touché par la cybercriminalité en 2020. Voici à présent quelques conseils sur les bonnes pratiques à adopter pour vous prémunir des attaques de type phishing. Gardez votre mail privé. Réfléchissez à 2 fois avant de communiquer votre adresse mail sur un site web. Renseignez-vous sur les conditions d'utilisation et partenaires des sites, newsletters, programmes de fidélité des organismes à qui vous communiquez vos coordonnées. Ces derniers, en fonction de leur politique, sont susceptibles de partager vos données avec des partenaires, souvent courtiers de données, dont le travail est de revendre vos données à d'autres prestataires. Évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics. Installez un bloqueur de publicité. Cela limitera l'affichage de fenêtres à caractère publicitaire, le nombre de trackers ainsi que de potentielles menaces. Mais attention tout de même, certains sites vous bloqueront l'accès si vous utilisez un bloqueur de pub. Soyez attentif au contenu des messages. Ne vous laissez pas berner par les histoires de cadeaux, de tirages au sort, etc. Si vous recevez un message de la part d'une entité à laquelle vous n'adhérez pas, soyez d'autant plus vigilant. Voici une liste de mots que l'on retrouve souvent dans les spams et autres arnaques. Si vous pensez être victime d'une arnaque, vous pouvez le signaler sur le site internetsignalement.gouv ou Signal Spam par exemple. Si vous recevez un appel ou un message qui vous paraît suspect, vous pouvez le signaler par téléphone au 0805 805 817 ou bien au 33 700 s'il s'agit d'un SMS. Si malgré la mise en place des recommandations, vous vous retrouvez victime d'une attaque, faites opposition immédiatement. Si vous avez malencontreusement communiqué des éléments sur vos moyens de paiement ou si vous avez constaté des débits frauduleux sur votre compte, faites opposition immédiatement auprès de votre organisme bancaire ou financier. Conservez les preuves, et en particulier le message d'hameçonnage reçu. Si vous avez constaté que des informations personnelles servent à usurper votre identité ou si vous constatez des débits frauduleux sur vos comptes bancaires, déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont vous dépendez. Si vous êtes un particulier, vous pouvez être accompagné gratuitement dans cette démarche par l'association France Victimes au 116 006. Il s'agit d'un numéro d'aide aux victimes du ministère de la Justice, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h. Changez immédiatement vos mots de passe. Si vous avez malencontreusement communiqué un mot de passe, changez-le immédiatement sur le site ou service concerné, ainsi que sur tous les autres sites ou services sur lesquels vous utilisiez ce mot de passe. Enfin, n'oubliez pas de signaler le message. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez contacter la plateforme Info-Escroquerie du ministère de l'Intérieur au 0805 805 817. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cette vidéo est la deuxième d'une série de mini-documentaires. La première était sur les darknets. Nous avons essayé d'améliorer la formule par rapport à la dernière fois afin de vous proposer une expérience plus agréable. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de cybersécurité, vous pouvez consulter ces livres. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil aux sources présentes dans la description de cette vidéo, elles sont faites pour ça. Donc restez curieux et à bientôt dans nos bibliothèques.